Bonjour. Bonjour Valérie. Ah, ça fait toujours plaisir quand on a un premier bonjour dans le chat parce qu'on se dit ça y est, on m'entend. Bonjour Céline. Bonjour, 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 bonjour. Là, j'ai plus le temps de voir passer les prénoms. Donc, bonjour à tous et merci d'être là ce midi. Euh, Aussi nombreux que d'habitude pour parler toujours de coaching et de la façon dont on peut devenir un excellent coach. Avec comme thématique aujourd'hui un sujet. Alors, la dernière fois, vous étiez avec Paul sur une thématique qui parlait de l'optimisation des interfaces entre équipes, qui est un vrai sujet effectivement important. J'en parlais avec un client ce matin qui me disait, mais ouais, c'est super important ça. Et quand ça frotte aux endroits où il y a des connexions, c'est toujours un peu compliqué. Là, aujourd'hui, on va être sur les déperditions d'énergie collective, avec une belle photo qui me tient particulièrement à cœur. C'est le barrage du lac de Cap-de-Long. C'est dans les Pyrénées, dans un coin magnifique. On doit voir normalement tout en haut un petit bout du Néouviel, qui est le sommet de ce magnifique coin de Pyrénées dans lequel moi j'ai appris la montagne. Et la montagne est une de mes passions. Et donc, j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis dans des conditions un peu particulières. Je ne suis pas chez moi, je suis chez mon fils. Ce n'était pas prévu, je suis resté un jour de plus. Et du coup, pas forcément super bien installé. J'espère que vous m'entendez bien, en tout cas, et que la connexion est bonne. Voilà, ok, bon, mais tant mieux. J'avais un petit peu peur qu'il y ait un peu de bruit dans la rue, donc j'espère que ça vous pénalisera pas trop. N'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais passer éventuellement sinon après avec une oreillette. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'énergie collective. Et en fait, plutôt que d'en parler positivement, curieusement, parce que ce n'est pas toujours notre cas, enfin, c'est même plutôt rarement notre cas, on va commencer par en parler négativement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire en sorte que cette énergie collective dont on a besoin quand on est manager ou que l'on coach quand on est coach, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces pertes d'énergie, un peu comme le barrage qui va empêcher que l'eau s'en aille pour garder toute la force dynamique qui va permettre derrière de la transformer en électricité. Et donc, c'est un dispositif que Paul et moi, on a appris avec Olivier de Villard. On s'est tous les deux formés avec Olivier de Villard, qui est quelqu'un qui a été un peu précurseur dans le coaching d'équipe en France il y a une vingtaine d'années. Et lui, il avait identifié 3 grandes pertes d'énergie. Et donc, évidemment, nous, on travaille avec un modèle qui est sur 4, qui est terre, eau, air, feu. Et d'ailleurs, au début, dans l'intitulé de la conférence, on avait parlé de ces 3 parce qu'on avait un peu l'habitude de alors évidemment, on les a fait évoluer depuis l'époque où on les a apprises avec Olivier. Euh, et puis finalement, je me suis dit non, on va parler des 4. Donc il y en a une bonus aujourd'hui qui n'était pas dans l'intitulé de la conférence, mais voilà. Donc on parlera de 4 pertes d'énergie possibles, une dans la terre, une dans l'eau, une dans l'air et une dans le feu. Et ensuite, on regardera 4 clés de coaching et j'en détaillerai 2 d'entre elles. Les 2 autres, je passerai très vite dessus parce que je pense qu'elles méritent vraiment qu'on fasse une conférence complète sur chacune d'entre elles et donc on les programmera probablement sur la fin de l'année. Mais je vous en présenterai 2 au travers de 2 exemples vécus récents dans lesquels moi j'ai été frappé, une fois de plus, de l'importance de savoir identifier comme ça cette déperdition d'énergie pour pouvoir ensuite les limiter et faire repartir l'équipe dans un courant, celui-là très positif et très constructif. Voilà, c'est parti pour ce petit voyage dans les énergies d'équipe, comme bien souvent quand vous vous connectez chez nous. Alors, j'aime bien cette photo. C'est pas moi qui l'ai trouvée, donc je peux le dire, parce que pour moi, elle illustre bien. Alors, en plus, elle est tout à fait d'actualité parce que l'eau, ça paraît complètement incroyable. On sait bien que le réchauffement climatique, ça fait des années qu'on en parle et que ça va nous tomber sur la tronche et que ça commence à être de plus en plus chaud. Mais je trouve hallucinant l'ampleur que prend le débat sur l'eau depuis 2 ans, c'est-à-dire la rapidité. Pourtant, c'est pas faute de nous en avoir parlé il y a très longtemps, mais comme on voyait qu'il continue à pleuvoir en France, on se disait c'est le problème des autres. Et là, on se rend compte que l'eau, ça va commencer à devenir notre problème à nous aussi. Et d'où le parallèle entre cette énergie vitale des équipes, qui est vraiment, et le parallèle avec l'eau, parce que c'est beaucoup trop précieux pour qu'on se permette de la gaspiller. Et vous savez qu'en France, alors je ne me rappelle plus le chiffre exact, donc je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est entre 20 et 40%. Il suffirait
d'éviter les pertes, c'est-à-dire les pertes sur les réseaux, c'est-à-dire les pertes dans les tuyaux, pour que tout de suite, on économise entre 20 et 40%, je ne me rappelle plus le chiffre exactement, mais enfin, c'est un chiffre impressionnant. Et bah, du coup, dans les équipes, c'est pareil. C'est-à-dire que souvent, on est en train de réfléchir à comment on pourrait mobiliser, comment on pourrait recruter, comment on pourrait voilà, développer les moyens. Et en fait, on pourrait déjà commencer à regarder. Et je trouve que c'est une approche qui est intéressante avec les managers. Quelqu'un qui dit 25%, oui, c'est fort probable, je ne me rappelle plus le chiffre. Tiens, d'ailleurs, ce chiffre de 25%, je vous en reparlerai tout à l'heure. Probablement que ça peut être une bonne approche d'aller voir nos managers, les patrons des équipes, et de leur dire, nous sommes des coachs d'équipe, nous, on va déjà s'occuper d'éviter que vous puissiez gaspiller l'énergie qui est disponible. C'est de ça qu'on va parler dans cette conférence-là. Alors, on a identifié, comme je vous l'ai dit, 4 grandes causes de fuite, et un peu comme ces bonshommes-là qui sont dans leur bateau, ils sont en train de découper, ça prend l'eau de toutes parts, et donc on voit bien qu'à un moment donné, ça va être compliqué de sauver le bateau. Et donc c'est de ça qu'effectivement, symboliquement, on va parler dans la suite de cette conférence. La première de ces grandes sources, je vais vite parce qu'après j'y reviendrai de manière un peu plus détaillée, c'est quand l'agitation prend le dessus, c'est-à-dire quand on perd la sérénité, le calme, l'organisation, tout ce qui permet en fait de poser, d'asseoir la force d'une équipe. Et puis il y a des périodes, vous en avez certainement connu, moi j'en ai connu dans ma carrière de manager, où on ne sait pas trop pourquoi, on ne maîtrise pas forcément le truc, d'un seul coup c'est l'agitation qui prend le dessus sur le calme, et ça part dans tous les sens. Voilà. Alors ça part dans tous les sens en termes vraiment d'énergie, parce qu'on verra, il y a une quatrième façon que ça part dans tous les sens, mais c'est quand on ne sait même plus sur quoi on doit focuser. Là, c'est quand d'un seul coup, il y a un mouvement brownien qui se met en place dans une équipe ou dans l'entreprise, qu'il y a trop de choses à faire, qu'il y a une désorganisation qui se met en place, que les rythmes individuels ne sont plus respectés et que du coup la sérénité disparaît et que les gens arrivent au boulot le lundi matin, un peu comme ce matin, avec une petite boule au ventre parce qu'ils ils savent que dès qu'ils vont mettre les doigts dans la prise, ils vont être connectés jusqu'à la fin de la semaine. La deuxième façon de perdre de l'énergie, c'est tout ce qui est lié aux relations. Alors là, j'ai dit les relations sont tendues, mais à la limite, c'est tout ce qui est lié aux relations. C'est-à-dire, c'est toute l'énergie que chacun d'entre nous est obligé de dépenser pour se maintenir en harmonie avec le système dans lequel on travaille. Et donc, c'est effectivement souvent parce qu'il y a des tensions, mais ça peut être des non-dits, ça peut être tout un tas de choses, on le verra tout à l'heure. C'est tout ce qui est lié aux relations et à l'énergie que je consomme moi pour me maintenir dans le système relationnel dans lequel j'évolue. La troisième façon, la troisième grande source de fuite, c'est quand la motivation de chacun d'entre nous est mal mobilisée parce que on en reparlerait parce qu'il n'y a pas de projet, parce qu'on n'a pas su, ou parce que les managers n'ont pas su mobiliser cette motivation intrinsèque qui est pourtant là au départ. La motivation intrinsèque, vous savez, c'est celle qui n'attend personne d'autre que soi-même. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin des autres pour la mobiliser, j'ai juste besoin de comprendre dans quelle direction je dois courir. Et c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le sport. Et les motivations des grands sportifs, c'est souvent des motivations intrinsèques. Ils n'ont même pas besoin des applaudissements, ils n'ont même pas besoin de monter sur le podium, ils n'ont même pas besoin de la médaille. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ils ont suffisamment de motivation en eux-mêmes. Par contre, il faut savoir quelle course ils doivent courir, à quel moment ils doivent se mettre sur la ligne de départ, combien il y a de kilomètres, combien il y a d'épreuves, combien il y a. Voilà. Et ça, s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas mobiliser à ce moment-là leur motivation intrinsèque. Et puis enfin, vous avez une quatrième source, c'est quand l'essence même de ce qui nous réunit dans l'équipe n'est pas défini ou ne fait pas sens pour l'équipe. Quand l'essence ne fait pas sens, c'est un petit jeu de mots, mais ça vous parle à tous, c'est-à-dire que à un moment donné, quelle que soit l'équipe dans laquelle j'évolue, que ce soit une équipe d'ailleurs même familiale, amicale, sportive ou entreprise, si l'essence de ce qui nous réunit n'est pas définie ou ne me parle pas suffisamment, alors il y a perte d'énergie énorme parce que c'est vraiment le courant vital intérieur à chacun d'entre nous. C'est un peu comme si on nous dévitalisait. C'est un peu comme si on enlevait la vie de notre truc et donc on y va, mais on y va de manière un peu lobotomisée. Et donc on sait bien ce que ça donne dans ces cas-là. J'utilise des mots un peu forts, mais en même temps, c'est ça. Et d'ailleurs, ça peut nous arriver, quand je dis que ça peut nous arriver même dans un cercle d'amis, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais de temps en temps, je trouve d'ailleurs relativement sain de se dire, tiens, je suis dans une soirée, je suis avec mes potes,
on passe un bon moment et je prends un peu de recul. Je recule, hein, c'est pas du recul, je recule pas ma chaise de trois pas, mais d'un seul coup, j'essaie de me mettre en arrière-plan de la scène. J'essaie de regarder ça un peu en position méta, comme les coachs, et notamment les coachs d'équipe savent bien le faire. Je me regarde moi-même en train d'interagir avec mes amis, et puis je me dis, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Et ben, c'est une question saine à se poser parce que peut-être que de temps en temps, les amis qu'on avait à 20 ans ne sont pas les amis dont on a besoin à 40, à 50, à 60 ou à 80. Et peut-être que ne pas se laisser embarquer toujours par la même bande d'amis juste parce que c'est nos amis et que c'est une espèce d'habitude et que c'est bien sympathique de les retrouver. On sait qu'on a, en avançant dans la vie, on se rend compte que le temps que l'on a est de plus en plus limité, forcément. Et ça démarre à la première seconde de la vie. Que peut-être il peut être intéressant de se poser la question de où est-ce que j'ai envie d'investir ce temps, où est-ce que j'ai envie de passer du temps. Voilà. Et donc, quand on ne sait pas répondre à cette question-là, ben, c'est qu'il est peut-être temps de changer de groupe d'amis, ou de changer d'activité sportive, ou de club, ou de je ne sais quoi, peut-être même de changer de famille, hein, pour certains, ça peut arriver. Voilà. Donc voilà 4 grandes sources de fuite, hein. Il y en a certainement 6, 12, 18, ou 3 ou 2, hein, suivant comment on a envie de le dire. Mais en tout cas, nous, on retrouve là-dedans de la terre, hein, manque de sérénité, manque de solidité, de l'eau, manque de relations, de l'air, manque de mobilisation de ma motivation individuelle, et puis manque de feu, parce qu'il n'y a pas l'essence même de ce pourquoi je suis en train de travailler dans cette équipe. N'hésitez pas, je suis tout seul aujourd'hui, donc du coup, mais en même temps, je jette un coup d'œil sur le chat. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions, vos étonnements, vos remarques, vos coups de colère. Vous avez le droit aussi, mais qui c'est ce mec qui nous parle de se poser des questions par rapport à nos amis ou notre famille, de quoi il se mêle? N'hésitez pas. Les coups de colère sont bons à prendre aussi, et puis ils nous font progresser. Voilà, je vois que du coup, quelqu'un écrit, c'est bien. Moi, je poursuis, et puis j'essaierai de répondre quand vous mettrez des questions. Alors, imaginez un peu quand les effets se cumulent. C'est là où le 25% m'intéresse parce que à l'époque, Olivier de Villard, alors je ne sais pas trop comment il avait mesuré ça. J'ai beaucoup bossé avec lui pourtant, mais il n'a jamais su vraiment répondre à ma question. Il me dit, ah, c'est l'expérience. Il avait bossé avec des dizaines et des dizaines d'équipes. Lui, il avait identifié 3 déperditions. Je ne reviendrai pas dessus, nous on en a 4. Et il disait à chaque étage, on peut perdre 25% de l'énergie disponible de l'équipe quand elle démarre sa journée. Hein, donc, à la limite, peu importe qu'elle soit dans une grande forme ou une petite forme, une équipe, elle arrive et puis c'est une somme de 100% d'énergie individuelle. Et ce 100%, comment est-ce qu'il va donner, il va donner combien à la sortie sur ce pourquoi on est là ensemble? Eh ben, ça peut être quasiment zéro. Voilà. Alors, on peut perdre peut-être 25% parce qu'on est trop agité, on peut peut-être perdre 25% parce que les gens sont obligés de se disputer, de se quereller, de savoir jeu de pouvoir, etc. Et donc, ils passent du temps là-dedans. On perd 25% parce que la motivation intrinsèque, elle n'est pas bien mobilisée. On perd 25% parce que l'essence même de ce qui nous réunit n'est pas claire et que donc, du coup, les gens, ils sont un peu dévitalisés. Et ben, si on cumule tout ça, dans le cas le plus extrême, peut-être qu'en fait, on consacre toute notre énergie à faire autre chose que ce pourquoi l'entreprise nous a recrutés et nous a mis ensemble pour travailler. Alors évidemment, c'est l'illustration extrême, mais je vais répondre à la question de Lorraine qui est très intéressante. Mais ça peut être quand même le cas. Alors, effectivement, cette notion d'énergie collective, les clients, ils n'en parlent pas tellement parce que je pense qu'ils ne connaissent pas énormément ce truc-là. Mais par contre, quand nous, on leur en parle en entretien, alors, quand on prend un rendez-vous, ce matin, je faisais un rendez-vous de prospection, je parle de dynamique d'équipe. Je dis, est-ce que vous avez envie de travailler la performance collective, la dynamique d'équipe? Et ensuite, dans l'entretien, je pose des petites questions qui sont en lien avec ça, comme si je faisais un peu mon petit diagnostic. Vous savez, quand on fait un entretien de vente, on nous dit qu'il faut aller chercher les douleurs du client. Ben, c'est une manière d'aller chercher les douleurs du client. Comment ça se passe chez vous, la concentration? Comment ça se passe chez vous, les relations? Comment ça se passe chez vous, la mobilisation des énergies individuelles? Comment ça se passe chez vous, le sens même de ce qui réunit les gens? Et vous arrivez comme ça à identifier les endroits où ça va bien, les endroits où ça va un peu moins bien. Et du coup, vous pouvez à ce moment-là amener votre petit schéma. Et moi, je ne me prive pas de le faire parce que du coup, le fait de travailler autour d'un schéma, ça permet à la personne de se dire, ah ouais, ok, ah ouais, j'ai un petit diagnostic devant moi. Tu sais, les gens, ils adorent avoir des diagnostics d'eux-mêmes et puis de leurs équipes, de leur personnalité, etc. On est tous un peu attirés par les questionnaires des magazines de l'été. Moi, je me rappelle tout petit, hein, ça commençait quand on avait le Picsou Magazine sur la plage. Et ben, j'aimais bien faire les petits questionnaires pour savoir où j'en étais. Voilà, donc je crois que ces histoires de diagnostic et de schématisation,
qui ont des avantages et des inconvénients, hein. L'inconvénient étant que, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus subtil que 4 cases dans lesquelles on pourrait mettre toutes les réponses. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et en même temps, ça permet d'avoir une espèce de visualisation simple pour un client qui, d'un seul coup, va se dire « Mais oui, bien sûr, chez moi, c'est au niveau du orange que ça se joue ou c'est au niveau du bleu que ça se joue. Et donc, du coup, c'est là qu'il faut que j'aille travailler avec vous. » Et donc, derrière, vous allez pouvoir mettre en place le dispositif sur mesure qui accompagnera votre client pour arriver à faire en sorte que son équipe se sente mieux, parce que c'est de ça qu'on parle aussi quand même. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Lorraine. Et je prends ma respiration pour vous laisser poser des questions. Voilà, ok, merci. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand on est deux, en fait, avec Paul, on se passe la balle un peu plus. Et quand je suis tout seul, moi, j'ai tendance à n'ayant pas l'interaction avec l'autre animateur et n'ayant une interaction avec vous qu'au travers du chat, parfois, je me rends compte que je pars à toute vitesse. Donc, n'hésitez pas à dire stop, Franck, on ne te suit pas. Voilà. Alors, on va aller regarder un petit peu. Alors, j'ai une question sur le télétravail essentiel qui apporte des modifications sur comment gérer les effets. Ah, mais il manque peut-être comment gérer les effets de ça. Apporte des modifications, oui. Alors, oui, Arnaud, je ne suis pas sûr de comprendre complètement la question, mais ce que je me dis, c'est que la question que vous posez, c'est dire est-ce que ce schéma-là, il est valable aussi quand on parle de télétravail? Ouais, enfin, je vois pas, là, je reprends les mots-clés. Agitation, manque de sérénité, ça peut tout à fait arriver, on est débordé de mails, etc. Là, nous, on est en train de préparer notre audit Calliope, et donc on est tous un peu dans l'agitation de la fin de la préparation. Et donc, il y a plein de mails. Les relations, alors à distance, magnifiques, hein, pour aller créer des non-dits, de communication écrite. Moi, j'ai la plupart de mes clients aujourd'hui qui me disent on est en télétravail tout le temps, en fait, même quand on est en présentiel, parce que comme il y en a toujours un ou deux ou trois qui sont en télétravail, ben on va au bureau pour faire du Zoom, du Teams avec ceux qui sont chez eux. Et alors, les motivations, là, effectivement, ça peut être très, très fort parce qu'on perd ce côté de création de sens du travail collectif, parce que c'est de ça qu'on parle dans le Orange, c'est-à-dire comment est-ce qu'on part des motivations intrinsèques qui sont donc liées à chacun d'entre nous. Et c'est là qu'on soit à la limite en télétravail ou en présentiel, je ne suis pas sûr qu'elle change réellement. Par contre, la manière dont c'est mobilisé dans un projet collectif, alors là, ça change sérieusement, suivant si on est en distanciel ou en présentiel. Mais après, je pense que les méthodes qu'on peut proposer, nous, les coachs, elles peuvent fonctionner, elles peuvent se décliner autant en présentiel qu'en distanciel. Je mets une réserve, c'est sur le relationnel. Quand on souffre du verre, je pense que sur le verre, il n'y a pas d'excuse. Il faut se mettre autour d'une table, il faut se mettre en fond de fauteuil, il faut pouvoir se dire les choses et se les dire autrement qu'avec une caméra, c'est quand même sacrément plus puissant. Je dirais que nous, pendant la période Covid et post-Covid, où on a fait beaucoup de distanciel, le bleu, le orange, le rouge, on a su le travailler à peu près aussi bien, voire des fois même mieux qu'en présentiel, parce qu'on a des dispositifs qu'on découpe et que du coup, on arrive peut-être à être un peu plus le coach qui travaille dans la durée, avec des séquences rapprochées, plutôt que le coach qui fait un séminaire de 2 jours, et puis après qui s'en va pendant 6 mois et puis qui revient 6 mois après. Par contre, la partie relationnelle, très clairement, on a des petites astuces, on a des petites bidouilles, on a plein de tips, hein, et puis d'ailleurs de choses sympas qui peuvent se faire en Teams, en Zoom ou ailleurs. Mais le côté tripal qui peut exister dans le présentiel, on le retrouve que dans le présentiel. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question d'Arnaud. Et donc, si vous voulez, c'est un peu comme ça, c'est comme le voyage de Gulliver, hein, vous avez en bas l'équipe et là, on va imaginer c'est le manager. Et quand on cumule tous ces effets-là, on peut vraiment réellement se poser la question de ce qui reste de l'énergie qui était disponible. Et on va imaginer que cette équipe, finalement, même quand on additionne cette trentaine ou quarantaine de personnes, eh ben, elle arrive juste au niveau des mollets du super manager qui, lui, va dépenser 2000% de son énergie pour essayer de compenser tous les trucs qui ne sont pas mobilisés en dessous. Voilà. Alors, quand on se retrouve avec plusieurs de ces fuites, on prend un gros contrat avec le client parce qu'il va avoir besoin d'un bon coach qui va l'accompagner sur la durée. Et puis, je dirais que la priorité, vous allez la définir avec lui. C'est là où, si vous sentez que vraiment il y a un souci à plusieurs endroits, ça vaut le coup d'aller faire quelques entretiens avec des membres de l'équipe, ce qu'on appelle, nous, des entretiens de pré-mobilisation. Pré-mobilisation, je ne sais pas si on a déjà fait une conférence sur le sujet, mais ça mériterait vraiment une conférence à part entière, parce qu'en fait, on n'est pas juste dans un questionnement où appuyer sur la douleur, on va être aussi en train déjà
de considérer que ces entretiens font partie du dispositif du coach et que du coup, on va aussi regarder comment, au travers du questionnement du coach, on va déjà mettre les gens en mouvement pour qu'ils aillent mettre des petits scotch, des sparadraps, à défaut de refaire le tuyau complet, qu'ils puissent commencer déjà à écouper un peu, mais même comment dire, résorber la fuite, réparer la fuite là où on la trouve. Et ensuite, vous allez vous faire une image plus systémique de ce qui se passe au sein de l'équipe et vous allez pouvoir faire une préco au manager ou à l'équipe pour choisir l'endroit par lequel vous allez attaquer. C'est exactement comme dans une installation. L'image du tuyau, elle est vraiment excellente. Après, elle nous ferait passer pour des plombiers, mais oui, quelque part, c'est ça. C'est-à-dire que vous savez très bien que si vous avez plusieurs fuites d'eau sur un tuyau et que vous commencez par réparer la plus petite, en fait, en réparant la plus petite, il va y avoir une pression plus forte dans le tuyau et ça va accentuer l'endroit où il y avait une fuite importante. Donc, il faut commencer par réparer à l'endroit où la fuite est la plus grosse. Et uniquement ensuite se concentrer sur les fuites plus petites. Voilà. Bon, je ne suis pas un excellent plombier, donc peut-être que je dis des bêtises en disant ça. Alors, la première cause, l'agitation prend le dessus. Chacun a l'impression de perdre un temps fou dans des réunions aux objectifs plus ou moins évoqués, incertains, des projets dont on ne sait pas trop quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, comment ils se croisent les uns avec les autres. Et alors, avec des organisations complexes qui isolent, alors que à la base, sur le papier, le truc est génial. Et là, j'ai vécu un exemple, c'était vendredi dernier, où effectivement, plein de gens super intelligents réunis dans une salle, et on se rend compte que l'organisation pensée par cette énorme boîte, elle est sur le papier impeccable, mais qu'elle est tellement complexe que ça finit par isoler chacun alors que ça voulait connecter encore plus. Et je crois d'ailleurs que c'est l'exemple que j'ai pris pour développer juste derrière. Hein. Cette entreprise, c'est un acteur majeur de l'industrie des services qui doit se transformer parce que le marché sur lequel elle travaille est en train de se transformer et qu'il y a toute une série de concurrents très innovants, très agiles, très réactifs qui sont en train d'émerger. Et elle a beau être l'acteur majeur de ce marché-là, eh ben, elle se dit que les dinosaures, l'histoire a montré à plusieurs reprises qu'ils pouvaient disparaître et que ça pourrait bien être quelque chose qui lui arrive. Donc, plutôt que de se conforter dans l'idée que parce qu'elle est grosse, elle va toujours gagner, elle a eu l'intelligence de se dire, nous aussi, malgré notre taille, il faut qu'on devienne agile. Et donc, ils ont fait venir des experts de l'agile dans cette entreprise et ils ont vraiment bien pensé. Et vraiment, je ne le dis pas parce que c'est un client et je n'étais pas à l'origine de ce truc-là. Donc, moi, je débarque en cours de route, donc ce n'est pas moi qui l'ai pensé. Donc, je le dis en toute honnêteté, je pense que vraiment, quand on regarde, ils se sont donné les moyens de réellement penser agile et de déployer l'agile dans sa totalité. Alors, pour ceux qui connaissent l'agile, hein, c'est génial. D'ailleurs, c'est très coach hein, comme principe. Sauf que l'entreprise est tellement grosse qu'il a fallu cumuler les projets, les structures hiérarchiques, les IT, les opérations, les machins, tout ça dans l'agilité, avec le client au centre, avec les Scrum Masters, avec des sigles à ne plus savoir quoi en faire. Et à un moment donné, ça ressemble à la photo que je vous ai mis à droite, ça ressemble à une pelote de laine dans laquelle personne ne se retrouve. Et du coup, il y a vraiment cette notion d'agitation, c'est-à-dire que tout le monde s'agite dans tous les coins, tout le monde essaye de tirer sur les fils dans tous les sens, et puis finalement, ça resserre le nœud de plus en plus. Donc, soit on se noie, on veut être partout, on se noie dans une multitude de réunions qui croisent toutes les dimensions, et de toute façon, c'est comme prendre une petite écuelle pour vider la mer, on n'y arrive pas. Soit les gens se replient sur eux, et là, du coup, le télétravail favorise ça, pour tenter de faire leur job dans leur coin. Et ils se disent, je ne comprends plus rien à cette organisation, mais au moins, moi, je me centre sur ce que je sais bien faire. Bon, je caricature un peu, je force un peu le trait, mais on n'est pas si loin que ça. Et pourtant, vraiment, c'est des gens hyper intelligents qui ont pondu ça. Et ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire que là, les gens commencent à souffrir, mais ça fonctionne. Voilà. Donc, du coup, la question qu'on s'est posée ensemble avec eux, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et notamment, c'est un geste du coaching, une pratique du coaching d'équipe que nous, on propose souvent, que je leur ai proposé de mettre en œuvre, et on devrait le déployer là, sur les prochaines semaines, c'est de travailler sur les rituels de l'équipe. Les rituels, ce n'est pas moi qui les apporte, ce sont leurs rituels. On va les lister. Une fois qu'on les aura listés, on va proposer pour chacun d'entre eux de faire un mini bilan de fonctionnement déjà, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une approche un peu analytique, mais dans la Terre, ça marche bien. Une approche un peu analytique, c'est-à-dire vous amenez votre voiture
pour la faire réparer parce qu'elle a eu une panne. On y reviendra d'ailleurs sur l'histoire des voitures tout à l'heure. Et puis, ben, en fait, le diagnostic n'est pas évident et donc le mécano va commencer à démonter le moteur et à poser les pièces, hein. J'ai vécu ça avec le van de mon fiston qui était parti à l'étranger. J'ai récupéré le van parce que le van était en panne et du coup, un jour, j'ai été voir où ça en était. Bah, il y avait le van posé sur le pont. Et puis, il y avait toutes les pièces du moteur bien posées, bien propres par terre en dessous parce qu'il fallait faire passer un expert pour savoir si on pouvait faire jouer l'assurance ou pas. Et bien là, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire on décompose tous les rituels et on va les analyser les uns après les autres. On va vraiment regarder comment ça fonctionne dans ces différents rituels. Et ensuite, on va modéliser les meilleures pratiques de chacun de ces rituels, toujours dans l'idée qu'il faut qu'on garde une très bonne efficacité opérationnelle et humaine. Alors, quel type de rituel, puisque j'ai la question. Alors, dans les rituels agiles, là, c'est là où moi je manque un peu de vocabulaire, mais il y a tout un tas de rituels de QBC, de réunions qualité, de réunions où on se met dans la peau du client et on regarde ce que le client pourrait penser du projet. Mais ça peut être aussi des réunions de projets transverses, ça peut être des réunions d'équipe, tout simplement, hein, la réunion d'information du lundi matin. Voilà. En fait, ils avaient inventé tellement de types d'endroits pour se réunir, des réunions RSE par exemple aussi, hein, responsabilité sociétale et environnementale. Voilà, il y avait un espèce d'entrelac de réunions et de rituels. Il y avait les réunions debout du matin, tous les matins, réunions debout. Tout ça, c'est sur le papier, toutes ces réunions-là, elles répondent à des choses qu'on peut apprendre dans des formations quand on apprend à manager. Mais quand on les cumule toutes, à un moment donné, bah, c'est juste que de l'agitation. Voilà. Et puis, on a regardé ensuite, enfin, on va regarder, hein, parce que ce n'est pas une proposition qui est encore tournée, c'est quelque chose que je vais faire avec eux. On va regarder quelles sont les conditions de réussite du minimalisme. Vous savez, on entend beaucoup parler du minimalisme en ce moment, hein, apprendre à vivre avec le moins de choses possible, notamment le moins de choses fabriquées possible pour essayer de sauver notre pauvre planète qui n'en peut plus. Eh ben, c'est pareil. J'aurais parlé du même mouvement, mais au sein de leur équipe, en se disant, parce qu'il y a des choses dont on a besoin, dont on ne peut pas se séparer. Est-ce qu'on peut ne plus jamais prendre l'avion, ou est-ce qu'on peut déjà commencer par ne plus prendre l'avion pour aller passer 3 jours à Marrakech, chose que j'ai faite à une époque, hein, mais qu'aujourd'hui je ne ferai plus jamais parce qu'on sait à quel point c'est juste n'importe quoi. Donc voilà ce qu'on leur proposera de faire. On leur proposera de réfléchir au minimalisme de chaque rituel. Un peu comme dans la cérémonie du thé, ma photo là a été un peu tronquée par la mise en page. Vous savez, au Japon, alors je ne suis pas du tout japonisant, mais il y a un truc extraordinaire, c'est l'art du zen, parce on fait ce qu'on fait, notamment le thé, on le décompose en une cérémonie où chaque geste est bien décrit et chaque geste a son importance et il n'y a rien d'inutile à l'intérieur de tout ça. Et quelque part, on cherche la lenteur au travers de ces rituels-là. Et ce que moi, je voudrais faire avec eux, c'est justement les ramener à les rituels justes, les gestes justes nécessaires du rituel, les personnes strictement nécessaires et jamais plus pour travailler sur un rituel, et ensuite retrouver la lenteur, retrouver le fait qu'on puisse se poser et donc du coup bien réfléchir. Parce que si on saute d'une réunion à l'autre toute la journée, en fait, on ne travaille que la surface et jamais la profondeur. On se saisit de 2-3 questions et on a l'impression qu'on a avancé alors qu'on n'a strictement rien fait de profond. Et donc, l'idée, au travers de ça, c'est de les ramener dans la profondeur, de les ramener dans la terre, de les ramener dans l'ancrage, de les ramener dans ce qu'ils savent bien faire. Voilà. Et donc, quelque part, c'est ensuite, une fois qu'on a fait tout ce travail de nettoyage des rituels, c'est de leur proposer de remettre le puzzle complet en perspective et que chacun se positionne par rapport à ça. Un peu comme on pourrait se positionner face à un sac à dos avant une très longue randonnée de plusieurs jours. Et vous savez que pertinemment que chaque gramme va à un moment donné peser très lourd sur votre dos. Et donc l'idée, c'est de les amener à avoir ce positionnement en se disant, OK, où est-ce que je suis vraiment indispensable? Soit parce que ça me nourrit, soit parce que je vais nourrir les autres. Mais donc, je vais accepter de lâcher prise par rapport à un certain nombre de rituels dans lesquels je ne serai plus. Et là, on travaille les conditions pour que le système puisse fonctionner alors que tout le monde n'est pas dans tous les rituels. Donc, un gros boulot quand même, hein, vous voyez. Alors, un gros boulot parce qu'on est à l'échelle d'une entreprise. Mais si vous prenez une équipe, ça peut être une demi-journée de boulot de faire ça avec une équipe. Une journée peut-être. Et donc, on peut tout à fait avoir. Et je pense vraiment que c'est un produit que vous pouvez vendre à vos clients parce que ce que je suis en train de vous raconter, il me semble que c'est ce que nous vivons tous. D'ailleurs, je vous le dis, hein, nous, au sein de l'équipe, je pense qu'on pourrait commencer.
On est maintenant au 20-25 dans le réseau énergie. On était 30 à la dernière université, donc ça commence à grossir et peut-être qu'il va falloir nous aussi qu'à un moment donné, on aille faire ce même travail-là. Parce que je commence à sentir à nouveau, ce que j'avais quitté il y a 15 ans dans l'entreprise, des petits moments où mes agendas sont en train de se remplir de tout un tas de petites réunions qui, toutes prises indépendamment les unes des autres, sont très intelligentes, mais quand on les cumule toutes, ça devient juste n'importe quoi. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter dans le chat. Et puis, je vais aller sur, du coup, la deuxième cause. Et celle-là, je vais juste partager avec vous. Donc, hein, c'est chaque fois que vous sentez qu'on est obligé au sein de l'équipe de consommer beaucoup d'énergie émotionnelle pour se maintenir en état dans un climat, dans un système équipe, alors il va falloir attaquer. Et ça, je ne vais pas le développer aujourd'hui parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de le développer. Ce que nous, on appelle la maintenance curative et préventive des équipes. C'est-à-dire, c'est la même image que celle de la voiture qui tombe en panne. Il y a deux types de maintenance. C'est soit vous amenez votre véhicule chez le garagiste tous les 5 000 km, 15 000 km, ou tous les 6 mois ou tous les ans, en fonction de ce que le constructeur préconise. Et en principe, votre voiture ne tombera jamais en panne. Ça, c'est ce qu'on appelle la maintenance préventive. Chez nous, c'est le bilan de fonctionnement. Il faudra vraiment qu'on vous en parle. C'est-à-dire, les équipes, tous les trimestres, s'arrêtent de travailler et prennent 2 heures pour faire le bilan de leur fonctionnement. Elles ne parleront pas business, elles ne parleront pas process, elles ne parleront pas projet, elles vont parler de elles, de ce qu'elles vivent, elles, entre individus de l'équipe. Et en faisant ça 3 fois ou 4 fois, idéalement 4 fois par an, dans un format vraiment séparé des réunions habituelles, et bien là, quelque part, on prend soin de son premier capital, qui est son moteur, son principal actif en tant que manager, à savoir son équipe. Voilà, ben ça, c'est des choses qu'on apprend. On a écrit des process pour faire ça. C'est un exercice assez bête, mais qui demande quand même quelques tours de main. Et si jamais vous intervenez parce que ça n'avait pas été fait avant ou trop tard, eh ben, il va falloir quand même réparer la voiture. Et là, donc, ça sera plutôt une réunion de régulation constructive qui permet de sortir des non-dits. Voilà, j'en dis pas plus, c'est juste pour vous montrer qu'il y a effectivement cette piste-là. Mais quand j'ai construit le webinaire, je me suis dit, non, si je commence à parler de ça, soit j'en parle comme je le fais là, c'est-à-dire je l'aborde à peine. Et sinon, il faut vraiment apprendre à réguler et à prévenir. Et je crois vraiment à la nécessité d'apprendre à prévenir et de ne pas attendre le moment où il faut réguler. Parce qu'on a beau avoir des méthodes constructives, malgré tout, quand on régule, c'est que déjà l'équipe a souffert et surtout que les individus ont souffert au sein de l'équipe. Donc pourquoi attendre ce moment-là et du coup, je pense que là aussi, on a un levier vis-à-vis de nos clients, un levier commercial pour leur dire, après tout, hein, moi je me rappelle vraiment l'époque où on a commencé à nous dire qu'il faut aller chez le garagiste tous les ans ou tous les 10 000 km, je ne sais plus, 15 000 plutôt. Ça fait bizarre parce qu'on laisse 100, 200, 300 euros au garagiste et puis on se dit, je les économiserais bien ceux-là. Sauf que le jour où la voiture est en panne et que le moteur a pété, ça me coûte beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Voilà. Je vais sur la troisième cause, la cause de la motivation intrinsèque. Et effectivement, je partage le point de vue de Magali. C'est que bien souvent, malheureusement, ils attendent le point de bascule, le point. Et souvent, d'ailleurs, ils viennent nous chercher, nous les coachs d'équipe, à ce moment-là. Ouais, et je partage aussi complètement ça parce que moi, j'ai travaillé en usine longtemps et que j'ai connu, parce que je suis vieux maintenant, j'ai connu la période de la maintenance curative et j'ai connu le basculement dans la maintenance préventive. Et je me rappelle, le premier directeur de maintenance que j'ai eu qui s'est bien parlé de ça, au début, je lui ai dit, ouais, mais ton truc, tu vas m'arrêter les machines. Mais moi, les machines, j'en ai besoin qu'elles tournent. On est en 3-8, tout ça. Tu veux m'arrêter la machine numéro 8 pendant. Voilà. Et puis après, j'ai vite compris l'intérêt économique et puis l'intérêt humain aussi, parce qu'il vaut mieux arrêter une équipe plutôt que de faire prendre des risques à une équipe aussi, hein, parce que ça peut jouer à ce niveau-là. Et on ne parle pas. Voilà. Donc, les arrêts de tranche, c'est effectivement super important. Pourquoi on ne le ferait pas pour les équipes? À vous, les coachs, d'aller vendre ça à vos clients. Alors, je reviens sur la cause numéro 3. C'est quand la motivation intrinsèque de chacun d'entre nous n'est pas mobilisée collectivement et que du coup, chacun a l'impression qu'il doit lutter pour exister, pour trouver sa place. Vous avez souvent des gens qui nous disent « mais moi, je ne trouve pas ma place ». C'est de ça qu'on parle dans cette troisième cause. C'est trouver sa place dans l'organisation, trouver sa place dans l'équipe. Voilà. Et souvent, c'est parce qu'en fait, on ne se retrouve pas, on ne trouve pas sa place parce que la vision, elle est trop généraliste, elle est trop banale, ou alors, elle est très précise, mais pas communiquée.
Et l'exemple que je voulais vous prendre, c'est un exemple récent sur lequel j'ai bossé. Et c'était plutôt cette troisième raison. C'est-à-dire qu'on était au sein d'un groupe projet vraiment des gens brillants, des gens super chouettes, brillants à titre intellectuel, brillants à titre humain aussi, relativement, comment on dit, humbles, c'est-à-dire des gens brillants mais qui savent quelles sont leurs limites. Et moi, j'ai vraiment eu un excellent contact avec ces gens-là dès le départ. Une équipe projet qui avait des énormes enjeux, une très forte pression, un impact, voilà, parce qu'elle allait impacter à tous les niveaux de l'organisation. En gros, ils changeaient tout le système d'information de la boîte. Donc, du coup, on sait hein, que le système d'information, ça fait jamais plaisir. On se plaint tous de nos outils, mais quand on commence à nous dire qu'on va nous changer de logiciel, waouh, bon, voilà. Mais là, ils vont tout changer. Et ça va avoir un impact, comme souvent dans ces cas-là, sur les métiers, la définition de fonction de tout le monde. Et en fait, le patron qui est brillant, qui est intègre, qui est humain, mais qui n'aime pas le conflit, en fait, sa vision à lui, elle était très très claire dans sa tête. Par contre, il l'avait très très peu partagée parce qu'il avait très très peur des réactions des gens. Et du coup, comme il ne partageait pas la vision globale, comme il ne donnait pas du sens à tout ça, et comme il donnait uniquement les éléments dont il pensait que chacun pouvait avoir besoin, et ben, les gens se retrouvaient perdus là-dedans, à devenir peu à peu la caricature d'eux-mêmes. Voilà. Donc les discrets, ils disparaissent hein, parce qu'ils sont un peu discrets, donc ils n'osent pas trop prendre la parole, ils n'osent pas poser des questions. Donc du coup, ils se replient. Les anxieux se mettent à aboyer, c'est-à-dire ouais, mais ça ne marchera jamais, et puis de toute façon, les pays ne seront jamais d'accord, et puis les clients internes, et puis ceci, cela. Les ambitieux, ils en profitent, clac, pour prendre le pouvoir. Les empathiques souffrent de cette situation-là parce qu'ils voient bien qu'il manque plein d'éléments et que la motivation des uns et des autres n'est pas bien utilisée. Et puis, les introvertis, ils bossent dur, mais dans leur couloir de nage, hein, parce qu'ils ne vont pas s'embêter à prendre de risques et à dire à haute voix ce qu'ils pensent. Par exemple, du coup, c'est la notion de couloir de nage. Hein, ils nagent dans leur couloir et ils dépensent beaucoup d'énergie et probablement à faire des trucs qui sont faits dans d'autres couloirs de nage. Donc, du coup, là, on voit bien un exemple de déperdition d'énergie extrêmement fort. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, je vous propose une pratique toute simple, qui est vraiment, mais alors bête comme chou, mais qui marche, mais j'adore cette séquence-là, parce que je la fais souvent avec mes clients. C'est vraiment, dans ces cas-là, on recommence par différencier. Vous voyez, l'image, pas très belle, enfin pas très belle, elle est un peu floue, mais elle me plaît beaucoup. C'est qu'on passe de l'armée de tout gris à l'armée de tout coloré, et on va s'intéresser à chacun de ces pions de couleur pour vraiment le différencier, parce qu'on va aller rechercher la motivation intrinsèque de chacun. Et pour ça, c'est ça qui va nous permettre ensuite de réembarquer le collectif. Mais pour qu'on embarque le collectif, on va d'abord s'intéresser à chaque équipier. C'est un truc dont on a déjà dû parler dans une ou deux conférences, mais je pense que j'aurais jamais fini de rappeler à quel point c'est important. Et c'est un truc que j'ai appris tout au début de mon métier grâce à Olivier de Villard, et je lui en suis gré parce que quand je réfléchis à ma façon de manager, j'avais plutôt des management de grosses équipes. Je pense que si j'avais connu cette clé-là avant, j'aurais été beaucoup plus efficace dans mon management. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi? Vous prenez une groupe, là, ils étaient une quinzaine. On les fait travailler en petites. Je crois que j'avais fait 3 équipes de 5. Chaque équipe de 5 va interviewer l'autre équipe. Donc on fait un jeu croisé comme ça. L'équipe A va interviewer la B, la C et la C, la A. Et puis on croise les. Non, pardon, excusez-moi. Il faut faire un nombre pair d'équipes. Donc on oublie, il y a 4 équipes. L'équipe A va interviewer la B, du coup la B interviewe la A, la C va interviewer la D et la D va interviewer la C. Ça ne peut pas marcher si on a un nombre impair d'équipes. Donc, on fait ce travail-là et on fait des interviews croisées, 10 minutes aller, 10 minutes retour. Donc, par exemple, si je suis dans l'équipe A, je vais interviewer Paul qui est dans l'équipe B et je vais lui poser une question. Je vais dire comment, Paul, tu vois ta contribution technique ou humaine ou stratégique à la réussite de notre projet. Si vous avez suffisamment de personnes, vous faites des entretiens vraiment très spécifiques. Le premier entretien, c'est sur contribution technique, le deuxième, contribution humaine, le troisième, contribution stratégique. Si vous avez moins de personnes, vous regroupez les thèmes et du coup, vous leur donnez un peu plus de temps pour s'interviewer. Et là, vraiment, je vais m'intéresser à toi, je vais m'intéresser à Paul, là, à l'autre, et je vais l'interviewer comme si je ne l'avais jamais entendu parler de lui, donc comme si je le découvrais pour la première fois, et je vais vraiment le faire travailler en mode coaching sur c'est quoi ta contribution technique à notre projet. Voilà. Et puis, on va faire comme ça plusieurs entretiens successifs. Donc, on va croiser les membres de l'équipe A et de l'équipe B. Et ensuite, on posera, et ça c'est obligatoire, c'est une question spécifique qu'on pose à part des autres, c'est quel est ton besoin pour libérer ton potentiel au sein de notre équipe? De quoi as-tu besoin pour contribuer encore mieux, donc pour trouver ta place encore mieux au sein, donc pour mobiliser encore mieux ta motivation intrinsèque au sein de notre collectif? Une fois qu'on a fait ça, les sous-groupes se remettent entre eux
Et on va créer les portraits robots de toutes les personnes de l'autre sous-groupe. Et une fois qu'on a fait ça, on va le présenter en plénière, c'est-à-dire c'est moi qui vais présenter le portrait, par exemple, de Paul, qui aura été enrichi de la vision de toutes les personnes qui auront interviewé Paul. Et c'est sur cette base-là qu'on va proposer, nous, des recommandations pour que Paul puisse mobiliser encore mieux sa motivation intrinsèque. Et on termine cette séquence-là en mettant les gens en binôme, binôme entre groupe A et groupe B, groupe C et groupe D. Et les gens vont aller marcher un petit peu pour intégrer ce qu'ils viennent de vivre, et notamment pour intégrer ce qui a été partagé devant le grand groupe et les recours qui ont été faits pour leur permettre de mobiliser plus leur potentiel. Voilà. Et puis ensuite, on fera un tour de table des feedbacks. C'est un exercice, pour une dizaine de personnes, ça prend une demi-journée. Voilà. Donc, il faut quand même prévoir du temps pour le faire, parce que si on le fait trop vite, ça n'a aucun sens. Mais c'est vraiment très puissant. Ça fait partie des protocoles qu'on essaye de développer de plus en plus dans nos formations pour proposer comme ça des choses qui permettent de résoudre des problématiques qui me paraissent très actuelles. Parce que cette question de la place, je trouve qu'elle est vraiment très, très présente dans nos équipes clientes en ce moment. Peut-être aussi justement parce que le distanciel sépare encore un peu plus, mais pour autant sans forcément différencier un peu plus. Donc peut-être que c'est encore plus important de faire ça quand on a une équipe qui travaille en distanciel. Voilà, pour une deuxième clé détaillée. Je voulais quand même parler de la quatrième cause, mais celle-là aussi, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse une conférence spécifique sur ce sujet-là. Je m'en doutais parce que ça passe quand même assez vite, 45 minutes. C'est donc cette histoire de dévitalisation, en fait. C'est quand l'équipe ne retrouve même plus l'essence de ce qui les réunit, ne sait même plus pourquoi on travaille ensemble. C'est dur, hein, mais ça arrive. Et du coup, chacun se sent dispersé, tiraillé, voire éventuellement manipulé par le chef, manipulé par l'entreprise, ou alors tiraillé parce qu'en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on essaye de se greffer sur des projets qui sont ailleurs pour retrouver de l'élan vital. Et donc, on disperse toute l'énergie qui était disponible au sein de l'équipe qui souffre de cette quatrième cause. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que dans ces cas-là, c'est vraiment important de revenir à l'essentiel. C'est quoi notre essentiel? Parce que travailler sur l'essentiel, ça permet de faire levier sur tout, finalement. Et donc là, il va y avoir, c'est là où je dis, c'est évidemment trop court, mais juste pour vous donner deux idées, des fois, c'est des choses toutes simples. Un simple petit projet fédérateur. Je me rappelle d'un exemple vécu. J'étais directeur d'une usine où il y avait une super ambiance, mais une ambiance un peu chaude. C'est-à-dire que c'était des équipes essentiellement féminines, hyper engagées dans leur boulot. C'était des ouvrières qui travaillaient à l'usine, et puis des chefs d'équipe, et puis des chefs de production, un directeur de production. Il y avait 300 personnes, donc il y avait forcément une hiérarchie, mais toute cette population-là était très engagée, mais très engagée parce qu'en fait, on était dans un métier où il se passait tout le temps des trucs qui n'allaient pas. Quelque part, c'était le désordre qui nous mobilisait tous ensemble. Et notre essentiel à nous, c'était de bien savoir gérer le désordre. Et puis, il y a une année où, à force de travailler sur le désordre, finalement, il y avait de l'ordre et ça ne leur allait pas. Et j'ai senti qu'il y avait une perte de sens profonde et quelque chose qui était en train de retomber. On a mis en œuvre, alors c'était une jeune ingénieure qui m'avait proposé ça et c'était génial comme idée. Elle m'avait dit, Franck, il faut absolument qu'on crée un projet. Ce projet, c'était un truc d'Olympiade des métiers. C'était au moment des Jeux Olympiques, je ne sais plus lesquels. Et on avait créé des Olympiades, on avait créé des ateliers où chacun avait créé une petite épreuve liée à son métier. Et ça avait pris 3 mois de monter ce truc-là et ça avait été fantastique. Et ça avait redonné une forme de sens à ce qu'on faisait tous ensemble, en fait. Et donc, on a retrouvé un essentiel qui n'était même pas un essentiel lié réellement à notre activité et à ce qu'on vendait à nos clients, mais qui était un essentiel, qui était finalement l'essentiel de pourquoi on est là ensemble. Et ça s'est terminé par une journée où on avait on a vraiment fait les Olympiades un samedi, et puis derrière une énorme soirée, ça avait été fabuleux. Voilà. Mais peut-être qu'il faut retravailler beaucoup plus en profondeur sur l'essentiel de l'équipe ou l'essentiel de l'entreprise. Et c'est là où je dis, il faudra qu'on en recause une fois, parce que c'est là où on peut retravailler sur la vocation, l'ambition, la vision, la stratégie, les valeurs, le plan d'action, etc. Et peut-être qu'il y a des équipes qui, effectivement, n'attendent que ça pour retrouver leur essentiel et pouvoir se reconcentrer, refocaliser et recanaliser leur énergie au bon endroit. Voilà pour ces différentes petites pistes que je voulais partager avec vous. Et j'arrive donc à la fin de cette conférence. J'ai eu l'impression que ça passait à toute vitesse, donc j'ai dû parler à toute berzingue. J'espère que vous avez pu quand même capter ce que vous étiez venu chercher. Notre prochaine conférence, elle aura lieu le 30 octobre. A priori, je dis bien a priori, parce qu'on va valider ça cet après-midi avec Paul. L'idée du thème, c'est de dire ras-le-bol le team building et osons l'impertinence du coach.
comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour faire ça. Ceux qui ont été intéressés, donc là, j'ai parlé, donc vous avez peut-être compris des trucs, ce qu'on partage, si ça vous parle. Eh ben, écoutez, venez nous rejoindre au sein de l'école. L'année prochaine, on va revenir sur des promotions présentielles dans notre maison parisienne. Il y aura a priori, donc notre maison, vous la voyez là sur la droite, hein. Il y aura 2 promotions présentielles et une promotion distancielle. Donc, c'est le moment, hein, puisque là, la dernière promotion de l'année 2022 vient de démarrer, donc trop tard pour s'inscrire. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui est en haut ou à prendre rendez-vous sur le calendly.com @green energy, là, qui doit s'afficher normalement en haut du chat, puisque notre ami Pascal Faucon a fait ça bien. Et du coup, c'est le premier commentaire qui apparaît en fixe sur le chat. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, si vous avez un projet, eh ben, on prendra 30 minutes pour en parler et voir comment on peut vous accompagner, que vous soyez manager ou coach, soit c'est un projet de professionnalisation, soit ça peut être aussi un projet d'intervention dans vos équipes. On sera ravis d'échanger là-dessus avec vous. Voilà, voilà. Il est 13h45. C'est un miracle. J'ai terminé à l'heure. Je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à bientôt pour prolonger ça dans un entretien éventuel. Merci de vos merci et à bientôt de vous retrouver. Ah, ça défile à toute vitesse, donc là, je n'ai pas le temps de voir les prénoms passer, mais je suis sûr qu'il y a des gens qu'on connaît. J'en ai vu d'ailleurs passer quelques-uns. Merci de l'amitié que vous nous faites à vous connecter avec nous régulièrement. Et il y aura un replay, effectivement. Oui, Dominique. On vous l'envoie, si ce n'est pas ce soir, ça sera demain. On l'envoie à chaque fois. À bientôt.